Nous sommes également diffusés sur Facebook Live. Il faut sourire à la caméra. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis ici pour ce webinaire qui va commencer dans 1 minute, top chrono, dans le cadre du Forum social européen des migrations de Lisbonne. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire dans le cadre du pré-forum social européen des migrations, l'axe 2, droits humains et migration. C'est un webinaire qui va porter sur la militarisation des frontières, mais également la criminalisation des personnes exilées et des solidarités. Vous avez la possibilité d'accéder au bouton interprétation de votre Zoom et vous pourrez compter aujourd'hui sur une traduction en anglais, en français, en portugais, en espagnol et non pas en coréen comme c'est indiqué sur vos écrans, mais en réalité c'est de l'italien. Donc voilà, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous comptons aujourd'hui sur du beau monde, 4 intervenants pour nous parler de cette actualité. Donc nous avons 3 intervenantes et 1 intervenant. Sans plus de transition, je vais commencer à vous présenter notre premier intervenant, qui est donc Chris Jones. Chris Jones, qui est directeur de Statewatch, qui est une organisation de contrôle des libertés civiles au sein de l'Union européenne, essentiellement composée de chercheurs et de chercheuses. Statewatch est membre du réseau euro-africain Migre Europe et Casa da Gente de Barcelona qui co-coordonne ce webinaire aujourd'hui. Moi, je suis moi-même Brigitte Espuche, co-coordinatrice du réseau Migre Europe, car j'ai oublié de me présenter. Donc, Chris va nous parler de la militarisation des frontières, de ce que ça signifie pour les personnes exilées, mais également finalement en termes de déploiement de moyens, des moyens techniques, des moyens technologiques de plus en plus sophistiqués, mais surtout des moyens financiers. Un fleuve d'argent qui est dépensé pour les politiques migratoires sécuritaires européennes. Après lui, il y aura Juliana Valgren d'Enar qui va parler, et puis Claudia Charles Dugisti, et enfin Chloé Porté de Borderline Europe. Chris, je te donne la parole en anglais pour 10 minutes. Hello, bonjour, bom dia, hola. Yeah, I'm going to speak in English, so if you want to turn the interpretation on, then please do so now. Yeah, thanks. I'm in London. Nice to be virtually in Lisbon. Thanks to all the organisers for putting this together, to all the participants and to all the interpreters. And thank you, Brigitte, for the nice introduction. And as Brigitte said, I'm going to talk mainly about money, and in particular some of the new budgets that the European Union has just approved or is just about to approve for migration, asylum, border control and security issues.
and how those relate to the militarization of borders in Europe and also further afield. So first, just to start with some background, actually first, I will share my screen because I have a presentation. Not much of a presentation, but there's going to be a lot of numbers in this talk, so this will help. Hopefully you can see that now. So some background. So for the last 30 years, if not for longer, we've seen the increasing militarization of borders in Europe and in elsewhere. I guess the United States is another key example, and Australia. And in the last 5 years, in Europe in particular, this trend has accelerated, or has been accelerated by those in power, in particular after the so-called crisis of 2015 and 2016. So what does it mean to talk about the militarization of borders? I mean, the way I would define it would just be, it involves the use of military thinking, military means, and military responses to non-military situations, in this case, the movement of people from one place to another. And those people are portrayed as threats or dangers, and the state's responses to that draws on ideas that come from the world of the military, and also the sort of analog of the military, which is the homeland security industry or homeland security agencies and organizations. So, you know, we can see examples of this kind of thing, unfortunately, but there's many examples of this kind of thing. We can see it at the level of discourse, as I said, in the way that migrants and refugees are presented as threats or risks, either to individuals or to societies or to states, to the social order, and so on and so on. At the level of theory and ideas, in sort of the plans that are presented by states and corporations and companies on how to deal with migration, often involving very top-down solutions, requiring new technologies and systems of command and control. And then on a practical level, you know, there's cooperation between military missions, EU military missions or national military missions, and agencies like Frontex and national border guard agencies. We can see how EU training missions, for example, in the Sahel, which originally were there to train police forces or military forces, are also now being used for the purposes of border control. There's the deployment of military vessels in the Mediterranean, in the Aegean Sea, in the English Channel, or soldiers being deployed at borders. And then there's also technologies with military origins being used to control migration and patrol borders. So things like drones, satellites, and large-scale surveillance systems like Eurosur, the European Border Surveillance System. And the effects of all this for exiles and refugees and migrants very often mean being blocked at borders or violently pushed back from them, and then being forced into formal or informal camps where they're subject to more slow and everyday violence of insufficient food or shelter or legal assistance. And on the other side, the effects for the people who are in favor of this approach, for businesses, it's a great opportunity to sell new technology and new equipment and expertise. And for states and governments to push more hardline policies. And you can see this sort of, well, for ordinary people, it's a vicious circle, but I suppose for them, you could call it a virtuous circle, where militarized approaches to managing borders or controlling migration fail. And then you see politicians demanding more of the same policies. You know, they say the approach needs reinforcing or beefing up. And so we see more powers for states and then very often more profits for businesses. And so, as I said, it's the question of profits and money that I want to look at in a bit more detail. And this can only really be quite a quick overview because of the time we have. But the EU has just approved a whole bunch of new budgets in all manner of areas. You know, we all know it pays for agriculture and transport, but it also has growing budgets in the areas of security and migration. So I'm just going to look at 6 of them very briefly, just to give you an idea of what is coming our way in the next 7 years. So all these budgets last from now until 2027. So the first one we have is the Internal Security Fund. This is mainly for policing and counter-terrorism measures.
This new one, the new version of this, is going to have a budget of 1.9 billion euros. That's 90% more than what was there before, when it was 1 billion. And in the 2014 to 2020 period, this has paid for things like common operational partnerships between EU police forces and police forces in African states to deal with migrant smuggling. It's paid for the introduction of travel surveillance systems and new police gadgets and tools like mobile facial recognition devices in Greece, which have, the police there have explicitly said it will help them identify migrants. Then we have the Integrated Border Management Fund. This also gets a nice big increase, 193% bigger than the predecessor, going from 2.7 billion euro to 5.2 billion euro. And that has paid for and will pay for things like the construction of Eurosur, the border surveillance system, for biometric border crossing gates, for visa processing systems, and for the interconnection of all different EU and national databases, to gather more data on migrants, but also increasingly on EU nationals as well. Then we have the Asylum and Migration Fund. I know less about this one. It used to be called the Asylum, Migration and Integration Fund. Now it's just the Asylum and Migration Fund. And again, that's had a pretty big increase. It's going to have 9.9 billion euro in the next 7-year period. It does pay for some integration measures. I don't really know how those work, but it also pays for repressive measures. So a lot of the deportations funded by Frontex, organized by Frontex rather, have been funded by the predecessor fund, the Asylum, Migration and Integration Fund, and return is one of the priorities in this new version of the fund. We have some slightly more obscure ones coming up. There's one called Civil Society, Security for Society. This is part of the research budget, which is called Horizon Europe. This actually has a decrease on the last period. So it's going to have 1.3 billion euro over the next 7 years. And this money goes to the development of mainly of new technologies. The idea is for the EU to fund the research and development of new security technologies to go on the market. But in the past, it's also helped to develop the technology for Eurosur and for smart border systems before legislation was even proposed. So they use it as like a backdoor for the policies they want before there's even a law on the books to govern that. You put the technology in place and then you say, now we'll introduce a law. And this one's also interesting because the UK can still participate in this after the Brexit agreement. And in the previous funds, UK companies and public institutions, they were one of the major recipients of this money. So the UK will still have a hand in building the European security state. Don't worry, we're not gone yet. So I said this budget's going to decrease. It's gone down by about £4 million, maybe more. My numbers aren't good enough. Anyway, a lot. But that decrease might be made up for by a new fund called the European Defence Fund. Now, this one's really outrageous. From 2014 to 20, the EU spent about £590 million on military research. Over the next 7 years, they plan to spend 8 billion euros. I put pounds there. It should be euros. My apologies. So this is supposed to fund military technologies, new weapons, new surveillance systems for the military. But the legislation also says that these new technologies might have civilian applications. So they could be used by police forces or border control agencies. We don't know exactly what it's going to produce yet. We'll see over the next few years. And then the last one I want to mention is this. I've put all these in pounds. I'm really sorry. I'm in the wrong currency. The European Peace Facility. And I've left the wrong sum at the top. But this is going from 2.6 billion euro to about 5 billion euro. This replaces two different budgets from the last period. So it's a 92% increase on the 2014 to 2020 period, up to 5 billion euro. And the aim of that is to fund training of foreign militaries. And for the first time ever, it will also allow the EU to give them lethal weapons or to finance the provision of lethal weapons to missions abroad. Given the
increasing involvement of military missions in border control tasks, I think we have to be very wary about what happens with this money. So I'm just going to get to wrapping up as my time is running out. I should say all these budgets, this is without even mentioning the funding for Home Affairs agencies like Europol or Frontex or the Asylum Support Office. So just to highlight some of the common things about these budgets, they put the interests of states over the needs of individuals and society. There's no systematic involvement of civil society organizations or the public in how the priorities and plans are decided, how priorities are set. There's very little meaningful transparency over how the money is spent or how decisions are made. So that's not really a new story, but now we're talking about even more money than before at a time when it's never been more obvious that we don't need new border surveillance systems. We need things like hospitals and healthcare and money to fulfill people's basic rights. So I'd just like to close by saying, I mean, there's some things we need to think about, I think. The next editions of these budgets will be proposed in about 5 years. And we need to think about how we can actually have some sort of influence about what is done with this money in 5, 6, 7 years' time when the new budgets are discussed. And I think to get there, we need to, work out what goes on with these ones. We need to track the spending. So there's questions of transparency. We need to work out who makes the decisions and how we can hold them to account. We need to know how we can challenge spending decisions by the EU and by national governments, and how we can diminish the harm these budgets are going to do immediately so that we have a better idea of what we do the next time there's a real opportunity to influence where this money is going to go. And so on that, I'd just like to say thanks to the organizers again for setting up events like this, which do give us an opportunity to discuss these kind of ideas and these issues. So hopefully we can get some ideas out of the discussion that follows. Thanks very much. Merci à toi, Chris, pour ce commentaire éclairant sur la militarisation des frontières. Vous pouvez poser vos questions dans le chat du Zoom, mais également sur Facebook Live, car nous sommes en direct sur Facebook. Nous allons poursuivre ce webinaire avec une deuxième intervention, celle de Juliana Wahlgren, qui est chargée de plaidoyer pour le réseau européen contre le racisme, ENAR. En matière de migration, elle est experte de discrimination intersectionnelle. Juliana va nous parler des personnes migrantes qui sont finalement érigées en menaces et objets de tous les soupçons, qui subissent une discrimination systématique en fonction d'un profilage ethnique et des traitements inégalitaires et attentatoires à leurs droits. Juliana, je te donne la parole pour 10 minutes. Hello, everybody. I'll be talking in English. My name is Juliana. I'm very happy to be here. Thank you for the invitation to the organizers. I also like to thank the other speakers and the interpreters. I'm going to share with you a short presentation of the topic of today. And our wrangler will be trying to explore the criminalization of migration via two angles. The one on racial profiling and the other one on data-driven hard work. And I'm going to explain what it is. But first of all, I'd like to present ENAR. The European Network Against Racism is a pan-European network. We work on advocacy, research, and capacity building of civil society organizations and activists. Of course, our core business is racism, but racism is a transversal systemic issue, and therefore it intersects as well with migration, integration, and security. Before we get along and explore the two topics, I'd like just to bring us to a common understanding that when I talk about race, I'm going to talk about race as an umbrella term that goes beyond color and ethnicity. And here I'm going to talk about also not only about racism as such, but also about the racialization process through which migrants are exposed. And when we talk here about this racialization process through which migrants are exposed, the angle of racism that I'm going to talk and explore here today are the angle from structural,
and institutional discrimination. So therefore, our analysis today will be an intersectional analysis, trying to understand these four dimensions of racism: the individual, the historical, the institutional, and the structural. But to begin with, what is the racialization of migrants? What is this? What we're talking about is a process that attributes negative characteristics to the migrant community based upon their belonging to a specific ethnic group. So migrants here, they suffer systemic discrimination and they suffer institutional racism because they are excluded like another racial or ethnic minorities in the European context. And this is in this context that we're going to talk about 2 points, in fact. 3 points, in fact. Security policing as a tool for criminalization of migrants, ethnic profiling as a discriminatory practice conducted by the police and law enforcement authorities, and how data-driven hardwiring is amplifying the question of racism vis-a-vis the migrant community. Here is when the offline practice meets the online and the digital world. But what is ethnic profiling, for those who don't know? The definition is when law enforcement officials, police, use or stop and search people based on their racial, ethnic, or national or religious characteristics. So it's when police stop and search someone because it looks like a migrant, or because the language is a different one, or the color of the skin is not the white European standards. And these characteristics, they become an argument to stop and search people disproportionately. And here, of course, migrants are disproportionately impacted by this practice because migrants have a different phenotype than the average European citizen. What happens in terms of the statistics? 79% of border guards at airports, they stop and search people based on the way they look. So they are not going to stop and search people because they are essentially a threat or a risk, or because they receive an alert from international police database. Mainly 79% of these practices are done purely because people look from a different color, or they look belonging to a different ethnic group. And this is really alarming if you think that most 80% of this practice is based only on the way someone is looking. So when talking about the contextualization of migrants, we can here understand how this is disproportionately impacting migrants, but also how they feel over-policed. In terms of cases, especially there was a rise in the context of COVID. The problem is not ethnic profiling per se as a practice that is discriminatory, but also to understand how ethnic profiling leads to police brutality. And here we have some cases to showcase that this ethnic profiling step is just an opportunity to really exacerbate violence from institutions towards migrants. So for example, last year under the COVID lockdown, we have the death of someone from Moroccan origin here in Brussels. In 2018, a Senegalese man was died of a heart attack after a stop and search and police brutality, when police brutality escalated. We have also in Belgium 2018, the death of Iraqi Kurdish child of 2 years old by the police force because the parents were driving a caravan, and because they looked non-white, they decided to shoot instead of stop and search immediately. And of course, there was this unfortunate death of this child. In Croatia, Amnesty International published evidence of police abuse and torture of migrants when they tried to cross the country. Of course, here is the question of pushback and how pushbacks are also leading to the increase of death. In Germany, there has been several cases. This is not something new. The first case that was recorded was the one from Antonio Amadeu back there in the 80s by the far right. But here again, in the transit, there was a Sierra Leone asylum seeker
who remained in police custody and died in 2005. There are more recent cases like the one from Robert Mus and another Syrian asylum seeker who died in prison in 2018. In the Netherlands, the association Control Alt Delete says that 41 people died when in contact with Dutch police since 2016. So here is really a very interesting element because it's very difficult to prove institutional racism. And with this record, what we can say is like this discriminatory practice is really sacrificed and affects racialized minorities. But I'm going to jump from that to technology. Why? Because technology becomes a tool that is amplifying the work and the negative impact of ethnic profiling. We have conducted a study in 2018, and there were three main points. First of all, that technology is disproportionately impacting migrant communities because they are over-policed. That many algorithm-driven identification technologies disproportionately misidentify migrants as well, and we're going to see how. And also that predictive policing systems are likely to present geographic areas and communities with a high proportion of ethnic minority groups. So it means here that migrants, they are classified as a high risk and a high threat when combining offline practice with online digital tools. But with what kind of tools am I talking about? There are two kinds of tools, what we call the person-based predictive tools. So it's based on the characteristics of the person. So here we have facial recognition. And what is the problem with that is that there is a lot of misidentification of the migrant community, especially women here, by these tools. So when you are misidentified, you are immediately stop and search. There is also the question of the automatic number plate recognition, because here you can link the number of the plate with the nationality of the owner of the car. So they can target what are the nationalities they want to stop and search based on the matriculation of the car. This question of speaker identification. This is a biometric print. Your voice is a DNA. And with this DNA, there is also a code that is registered and recorded in the system. And this is also an extra fingerprint that the police has from you. And of course, then there is the mobile finger recognition. That is an app that the police they have with them that can cross-reference across many other databases to see if someone has another problem or researching another country to stop and search and probably also return some people to other territories. But then you have the place-based predictive tools. So you have social media monitoring, so they can really see your activities. You have call detail records, so they can also reference where you were and to whom you talk, which are the communities that you were in contact with. There is also the IMSI catcher. This is the towers, the telephone towers. So here by triangulation, they can see also where you are and try to stop and search disproportionately based on the area or the geographic where you are. And then, of course, there is the question of the boardwalk cameras, because it's, again, another surveillance tool that can pre-register and record and have more visual identification and vocal identification of someone that can be recorded in a system. And why these tools are problematic? Because it's not only they are recorded in a database, it's because they can be shared across different databases. So here's the question of the portability of the data. So what means that if one of these tools registers and records someone, another database that is here to control migration flux, who is here to control migration mobility, secondary movements, these can be used to amplify even more the practice of stop and search and other discriminatory practice towards migrants. What I want to conclude is that here migrants are over-policed and under-protected in the context of the European Union. And that's a problem because systemically we have many policies that will
try to protect migrants, but in an individual level. So in Europe, we have a lot of legislations, a lot of policy frameworks that will protect migrants if an individual discriminates or is racist towards an individual. So you have a lot of interesting directives, national legislations, policy frameworks through which migrants could make reference to seek protection. However, when you're talking about structural institutional racism, and here, especially when dealing with the police, there is zero policy, there is zero law, there is zero protection, there is zero safeguard. So how can I make a case against the state if there is no legal background that supports my case? And eventually, when my nationality predefined me as a criminal. So I'll stop here for the sake of the time. Thank you very much for your attention, and hopefully we can have another exchange event. Thank you. Mille merci, Juliana, de nous avoir montré le lien du coup entre racisme systémique et contrôle des mobilités. Nous allons passer à notre troisième intervenante, qui est Claudia Charles, du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. Claudia est juriste, elle est coprésidente du réseau euro-africain Migre-Europe, dont le GISTI est membre. Elle est coordinatrice du groupe de travail de Migre-Europe sur la criminalisation des personnes migrantes solidaires. Et Claudia, justement, va nous parler de la solidarité érigée en délit dans l'Union européenne et nous dire comment on est passé finalement de la criminalisation des personnes exilées à celle de leur soutien, qui ruine avec leur solidarité la politique d'hostilité de l'Union européenne en matière migratoire et qui sont pour ça réprimées. Claudia, je te donne la parole en français pour 10 minutes. Je pensais que le fait d'être coprésidente, j'aurais plus. Non, c'est une petite blague. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui suivent ces webinaires. Merci, vraiment. Nous essayons à travers ce webinaire, avoir l'occasion, comme disait Chris, qu'on soit à Londres, Paris, Lisbonne, Madrid ou que sais-je, vraiment de pouvoir discuter et surtout réfléchir ensemble sur ces questions qui nous touchent de près, je dirais, pas tellement de loin, mais vraiment de près. Voilà, bonjour alors. Et effectivement, je voudrais aborder, mais ça va un peu dans la continuité de ce que Chris et Juliana ont dit, tous ces outils, toutes ces procédures, toutes ces décisions et surtout tous les moyens financiers qui sont aujourd'hui utilisés pour faire en sorte que les personnes migrantes n'arrivent pas en Europe sont effectivement colossaux. Je crois que l'intervention des Chris a été dans ce sens extrêmement claire et surtout voir quelle a été l'évolution chaque année de plus en plus ou chaque étape ou chaque période budgétaire de l'Union européenne, comment aujourd'hui on se dote des véritables moyens pour faire en sorte effectivement que les personnes migrantes arrivent de moins en moins. Et arrive de moins en moins, qu'il y ait de plus en plus de blocages que doivent surmonter ces personnes. Et pour celles et ceux qui arrivent, malgré tout, et après avoir frôlé la mort, frôlé la noyade, frôlé tas de choses, voilà, la torture, les viols, que sais-je, les mauvais traitements, voilà, une fois qu'ils arrivent, ils vont se trouver aussi avec la surprise, si surprise il y a, qu'il y a encore d'autres moyens à la fois politiques et juridiques pour faire en sorte que pour celles et ceux qui ont finalement arrivé à surmonter tous ces obstacles, soient d'une manière ou d'une autre aussi criminalisés. Parce que, peut-être vous le savez, effectivement, pour la totalité des membres, des États membres de l'Union européenne, et franchir la frontière sans avoir eu les documents et les autorisations nécessaires s'avère être un délit. Donc, on criminalise la migration qu'on dit irrégulière passe à être encore illégale, mais c'est une manière effectivement de maîtriser
le flux migratoire, de dissuader, s'il fallait en plus dissuader avec tous les moyens de crise, et Juliana en parlait, à ces personnes de venir sur le territoire de l'Union européenne. Et en plus, ils se trouvent criminalisés du fait de ces franchements irréguliers, considérés par les États comme illégaux de frontières. Mais il y a non seulement la criminalisation de la migration, mais il y a en plus la criminalisation des personnes qui viennent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, en soutien, en aide des personnes migrantes. Alors, et à ce propos, la Commission européenne, peut-être vous le savez, elle a publié le pacte de l'asile et de l'immigration le 23 septembre 2020. Et dans un des documents de ce pacte, il y a un texte sur les orientations à propos de la définition de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier. Et dans ce texte, la Commission dit que l'objectif qui est poursuivi avec la législation qui définit ce délit, l'objectif est donc, et je cite, désorganiser le modèle économique des groupes criminels qui mettent en danger la vie des migrants et menacent la sécurité de nos sociétés. Et en plus, elle ajoute, tout en évitant le risque que ceux qui apportent une aide humanitaire aux migrants en détresse ne soient poursuivis par la justice pénale. À lire la Commission européenne, on pourrait se sentir effectivement très rassuré de penser que, effectivement, à la fois les institutions de l'Union européenne, à la fois les autorités des États membres, veilleraient à ce que véritablement les groupes criminels qui exploitent, qui violent, qui profitent des personnes migrantes et surtout de leur vulnérabilité soient poursuivis, voire sanctionnés. Effectivement, ces groupes existent. Et de l'autre côté, on est très rassuré de lire que l'Union européenne s'efforce de veiller à ce que les États ne poursuivent pas et ne sanctionnent pas toutes celles et tous ceux qui viennent à l'aide des personnes migrantes de manière tout à fait désintéressée ou dans un but dit humanitaire. Alors, un des textes ou le texte qui règle cette question de la criminalisation, bien sûr, en Union européenne, on ne parle pas de la criminalisation de la solidarité, mais on parle du délit de l'aide à l'entrée au transit et au séjour irrégulier. Donc, c'est une directive, un texte qui a été adopté par le Conseil de l'Union européenne de l'époque. Et ce texte, c'est la directive donc 2002-90 du 28 novembre 2002. Juste pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, à l'article 1er de cette directive, il est donné la définition de cette aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier, en disant que chaque personne ou toute personne qui aide sciemment, donc consciemment, une autre personne étrangère à pénétrer sur le territoire d'un État membre ou à transiter par le territoire d'un État membre en violation de la législation relative à l'entrée et au transit des étrangers. Donc, on peut être poursuivi pour ces délits. Et aussi, toute personne qui aide sciemment, donc consciemment, dans un but lucratif, une personne étrangère à séjourner dans les territoires d'un État membre en violation de la législation relative au séjour des étrangers. Et cet article premier prévoit également que les États membres peuvent ne pas sanctionner ce comportement, cette action, lorsque cette aide est faite dans un but dit humanitaire. Alors, première chose, c'est qu'on peut, à partir de là, mettre en relief, quelques éléments. D'abord, c'est que c'est toute personne, c'est-à-dire toute personne, peu importe ou quelle que soit sa nationalité.
Elle peut être une personne citoyenne de l'Union, avoir la nationalité d'un des États membres de l'Union, mais elle peut avoir aussi n'importe quelle autre nationalité. À partir du moment où cette personne a aidé d'une manière consciente quelqu'un d'autre à franchir la frontière, à transiter ou à séjourner de manière irrégulière. L'autre chose qu'on peut mettre en exergue de cette directive, c'est que pour ce qui concerne l'aide à l'entrée et au transit, l'acte, c'est sans aucun qualificatif des buts lucratifs, alors que ce but lucratif est présent lorsqu'il s'agit de l'aide au séjour irrégulier. Donc, il faut qu'il y ait un but lucratif, c'est-à-dire un intérêt financier. Et enfin, l'État membre, enfin, où chaque État membre peut, n'est pas pénalisé, mais ça ne reste qu'une possibilité, n'est pas pénalisé lorsque cet acte est, encore une fois, réalisé dans un but dit humanitaire. Alors, et effectivement, en France, mais pas seulement en France, mais aussi dans la totalité des États membres, puisque chaque État membre a dû transposer dans son droit interne les dispositions de la directive. Dans chaque État membre est prévu ces délits de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier. Après, il y a bien évidemment des différences s'il y a pénalisation parce qu'il y a un but humanitaire, but lucratif, etc. Ça, c'est une autre question. On a vu, et je pense que toutes et tous, ou en tout cas, tout au moins celles et ceux qui habitent sur l'un des pays membres de l'Union européenne, nous avons entendu à un moment donné ou à un autre des cas très emblématiques, très médiatiques et très médiatisés des citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont été en effet poursuivis, voire sanctionnés pour avoir effectivement aidé ces personnes à l'entrée, au transit et au séjour irrégulier. On peut penser, par exemple, à ces cas emblématiques des Carole Rackete et Pia Klepp, deux capitaines allemands des navires de secours en mer des personnes migrantes qui, disons-le de manière très courageusement, ont défié effectivement le gouvernement italien et pour faire en sorte que les personnes migrantes qui avaient été rescapées, sauvées de la noyade en mer Méditerranée, puissent accoster dans le port italien, malgré l'opposition du gouvernement et notamment de Matteo Salvini à l'époque de Carola Rackete notamment. On peut aussi faire ou se rappeler l'intention du gouvernement italien qui avait prévu imposer un code de conduite pour les ONG qui venaient en sauvetage en mer aux personnes migrantes, code de conduite, et qui imposait la présence d'un policier dans chaque bateau afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de trafiquants, etc. Finalement, cette idée a été finalement laissée de côté. On peut penser à toutes, mais il y a aussi, voilà, c'est ça, il y a aussi des manières par lesquelles on ne criminalise pas, on ne poursuit pas, on ne sanctionne pas forcément cette société civile, mais on va exercer des pressions sur cette société civile afin de faire en sorte de les dissuader ou au soutien aux personnes migrantes. C'est le cas, par exemple, de la Hongrie, de la Croatie, de la Grèce, qui ont des législations de plus en plus rigides, de plus en plus strictes sur la constitution des associations et notamment aussi sur la taxation ou les taxes si ces associations reçoivent des dons ou des donations de l'étranger. Mais finalement, certes, ça est très important et depuis, disons, les 10 dernières années, cette criminalisation de la solidarité a été de plus en plus crescendo, mais cette criminalisation de la société civile cache, invisibilise quelque part une autre qui est quasiment bien plus importante que celle de la société civile des pays de l'Union européenne. À quoi fais-je référence? C'est la criminalisation des personnes migrantes quand elles sont elles-mêmes solidaires et quand elles-mêmes s'auto-organisent et expriment elles-mêmes, revendiquent elles-mêmes leurs droits.
Et je dirais que, effectivement, elles sont beaucoup plus invisibles et cela est dû à plusieurs facteurs. On peut penser, enfin, on peut penser, cette invisibilisation est due effectivement au fait que ces personnes ne sont pas toujours connues des associations, qu'elles n'ont pas toujours le soutien d'un monde assez large de la société civile, qu'elles ne sont pas connues. Au fait aussi de la langue, elles ne connaissent effectivement pas la langue et donc ne peuvent pas s'exprimer très facilement. Et aussi, je dirais qu'ici, il y a une circonstance aggravante, c'est que ces personnes migrantes, lorsqu'elles s'agissent en solidarité envers elles-mêmes, envers autres personnes migrantes, en général, elles ne sont pas poursuivies pour le même fait de ce prévu dans la directive de 2002, c'est-à-dire l'aide à l'entrée au transit et au séjour irrégulier, mais elles vont être poursuivies, voire sanctionnées pour des délits bien plus graves, et notamment celui de la traite des êtres humains, que dans chaque État membre, c'est prévu également en vertu du protocole de l'ONU contre la traite, contre le trafic illicite des êtres humains, et donc qui prévoit des sanctions beaucoup plus graves et des peines beaucoup plus longues pour ces personnes. Donc, effectivement, c'est un phénomène qui existe depuis extrêmement longtemps également et qui est vraiment inquiétant parce que ces personnes ne reçoivent pas les soutiens, ne reçoivent pas le même type de défense et sont sanctionnées bien plus gravement que les citoyens solidaires. Alors, il y a, pour vous illustrer cette deuxième catégorie des criminalisations. Et on peut faire, par exemple, appel à ces personnes qui traversent la Méditerranée. Et nous savons que parmi ces personnes, il y a celles et ceux qui, ne pouvant pas financer leur voyage, se trouvent en train de diriger les bateaux, en train de diriger le GPS. Et donc, lorsqu'ils arrivent finalement sur le territoire d'un pays de l'Union européenne, notamment l'Italie ou Malte, ce sont ces personnes-là qui vont être poursuivies comme passeurs, puisque c'était eux ou c'était elles qui conduisaient le bateau ou qui, en tout cas, tenaient le GPS pour orienter la direction du bateau. On peut penser également à celles et ceux qui, dans les parkings qui se trouvent en Belgique, en France ou en tout cas dans le nord de l'Europe, et des personnes migrantes qui essayent de passer en Angleterre, vont fermer les portes des camions et elles aussi donc vont être celles qui vont être criminalisées pour trafic d'êtres humains et en bande organisée et en tant que passeurs, alors qu'ils ne font que parfois demander quelques euros afin de pouvoir financer son propre voyage ou simplement parce que ça fait partie aussi de l'auto-organisation lorsque ces personnes essayent de passer sans aucun système de passeurs. On peut également faire parler de ces groupes de personnes migrantes, au moins 10, qui, le 26 juin 2020, ont été également condamnés de 2 à 5 ans de prison, des prisons fermes, bien évidemment, puisque suivis depuis quelques mois par la police, et ce sont des personnes qui se sont auto-organisées également pour essayer de passer en Angleterre et ils ont été poursuivis et condamnés, encore une fois, pour traite des êtres humains en bande organisée. Et on va illustrer d'ailleurs, et c'est là où je vais dans 2 minutes faire faire le passage avec Chloé, le cas de Hamza et Mohamed, deux personnes migrantes marocaines qui arrivent en Grèce, ont été encore effectivement poursuivis et condamnés à prison ferme pour ces mêmes délits. Et mais il n'y a pas seulement la question de la solidarité des personnes migrantes envers d'autres personnes migrantes, mais encore une fois, ou de l'auto-organisation qui n'est pas considérée finalement par les autorités comme de l'auto-organisation, mais finalement considérée comme faisant partie d'un réseau criminel. Mais on peut parler aussi de cette criminalisation lorsqu'elle vient du fait des actes, des actions qui sont revendicatives et qui prennent la forme des protestations ou de révoltes. Et là, il y a un pas supplémentaire, me semble-t-il, dans la criminalisation, parce que là, non seulement on est en train de criminaliser la migration, la solidarité, mais
également le mouvement social. Et c'est le cas, par exemple, de ces 350 à peu près demandeurs d'asile soudanais qui se trouvent au Niger dans des extrêmement mauvaises conditions d'accueil, sans pouvoir véritablement déposer la demande d'asile, depuis des années ne trouvant aucune réponse, ni de la part des autorités nigériennes, ni de la part du HCR, et qu'ayant organisé un sit-in devant les locaux du HCR et n'ayant obtenu aucune réponse, se voient obligés de déloger ces sit-in et d'aller vers leur lieu d'hébergement, et comme motif de protestation pour protester véritablement contre leurs conditions de vie, contre leurs conditions d'accueil, contre leurs conditions qui leur reflètent à leur demande d'asile. Il y en a certains qui mettent le feu à une partie, en tout cas partiellement, au lieu d'hébergement, et ces personnes vont être également poursuivies. Juste, je finis parce que je crois que j'ai dépassé largement mon temps. Je n'ai aucune idée parce que je ne regarde pas pour ce mot-là. Et la seule réponse qui a été faite pour, enfin, à la suite de cet incendie, a été celle du représentant du HR dans la région, Vincent Cochetel, qui dans son tweet, on dit ça, hein, un tweet, et dit 80% du centre d'accueil détruit par une minorité de réfugiés du Darfour à Agadez qui ne veulent entendre parler que des réinstallations en Europe. Détruire l'espace d'asile au Niger ou ailleurs est plus facile que de le construire et de le protéger. C'est un triste jour pour la protection des réfugiés au Niger. C'est la seule réponse, alors que on pourrait dire, à l'instar de M. Vincent Cochetel, c'est un triste jour, pas tellement pour la protection des réfugiés au Niger, mais tout simplement pour la protection des réfugiés. C'est parce que c'est des personnes qui essayaient d'obtenir effectivement protection qui leur a été toujours donnée. Après, et juste pour finir, justement, si j'ai cité l'Union européenne tout au début de cette intervention, comme quoi l'objectif est de désorganiser les modèles économiques des groupes criminels qui mettent en danger la vie des migrants et menacent la sécurité de nos sociétés, je pense que vraiment on peut se poser la question, est-ce qu'en poursuivant des Carole Rackete, des Pia Kempf, des migrants qui sont en train de s'auto-organiser, de personnes qui protestent pour des conditions de vie dignes, sommes-nous véritablement en train de désorganiser des modèles économiques des groupes criminels? Je pense que la réponse est non. Voilà pourquoi nous disons que ce délit de solidarité doit être complètement aboli afin que véritablement nous puissions toutes et tous, migrants, personnes migrantes ou pas personnes migrantes, en tant que membres de la société civile, et véritablement prêter et être solidaires avec les personnes migrantes. Merci beaucoup, Claudia, pour cet exposé. Je vais donc passer la parole à notre dernière intervenante, Chloé Porté, qui est étudiante en sciences humaines et sociales en master à Sciences Po Paris et qui travaille actuellement aux côtés de l'association allemande Borderline Europe, qui étudie la politique migratoire européenne et les conséquences du régime frontalier de l'Union européenne depuis 2007. Et Chloé va précisément nous montrer va nous illustrer un petit peu ce que nous disait Claudia et va nous montrer que le délit de solidarité ne concerne pas que les citoyens et citoyennes, mais qu'en réalité, les personnes migrantes, elles sont déjà d'une part largement invisibilisées, mais qu'elles sont surtout les premières cibles de cette criminalisation. Chloé, tu as la parole en français pour 10 minutes top chrono. Merci. Merci Brigitte, je vais essayer de respecter le temps. Bonjour à toutes et à tous déjà, merci d'être là, merci à tous les participants et puis merci aussi aux 3 intervenants qui m'ont précédé pour leur intervention. Je vais effectivement rebondir sur ce qu'a dit Claudia juste avant concernant la criminalisation des migrants eux-mêmes qui est de plus en plus croissante en Europe. Et je vais l'illustrer avec un cas concret sur lequel Borderline Europe, donc, que je représente ici, s'est beaucoup investi ces dernières années, qui est le cas de Hamza Hadi et Mohamed Hadar. Donc ça s'est produit en Grèce. Juste avant, je voulais quand même préciser que la criminalisation des migrants participe en réalité à la diffusion d'une stratégie discursive européenne qui consiste souvent à confondre migrants avec passeurs ou trafiquants.
Et insister sur cette dichotomie entre migrants illégitimes et citoyens européens légitimes, c'est aussi favoriser des traitements inégalitaires et une répression d'autant plus forte des exilés, qui, comme l'a rappelé Brigitte, sont donc la première cible de la criminalisation. Donc, je vais rappeler en quelques mots le cas de Hamza Hadi et Mohamed Hadar, même si beaucoup d'entre vous en ont, je pense, entendu parler. Il s'agit de deux jeunes hommes marocains qui ont fui leur pays en juillet 2019 pour gagner l'Europe. Et ils ont traversé la frontière gréco-turque en bateau avec 2 autres personnes à bord. Ils sont arrivés donc sur les côtes grecques en juillet 2019 et se sont fait immédiatement arrêter par les gardes-côtes, par la police des frontières, tout simplement parce qu'à ce moment-là, c'était eux qui tenaient les pagaies. Donc c'est une arrestation qu'on pourrait considérer comme un peu arbitraire, mais ça se passe souvent comme ça malheureusement. Et sur ce motif, ils ont été accusés de facilitation d'entrée illégale sur le territoire, avec des conséquences aggravantes, à savoir dans un but lucratif et organisé. Et là, on revient à ce que disait Claudia tout à l'heure. Donc, but lucratif et organisé, c'est une peine plus lourde. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 30 à 60 000 euros. Donc, ce qui est important de souligner dans ce cas, c'est que Hamza Hadi était en réalité un militant assez connu au Maroc qui appartenait à l'association marocaine des droits humains. On aurait beaucoup aimé qu'ils interviennent ici directement, mais malheureusement, pour les problèmes de traduction, ça n'a pas pu se faire. Donc, je vais essayer de les représenter au mieux. Ce qui est intéressant d'étudier dans ce cas, je trouve, c'est de voir comment la notoriété, si on peut parler de notoriété de Hamza, et le réseau surtout qu'il a su mobiliser autour de lui, autour du cas, a influencé le traitement du cas par la justice grecque. Puisque beaucoup d'associations en Europe se sont mobilisées pour ce cas. Je voudrais en citer 2 en particulier. Borderland New Hope, qui s'est occupé de la communication et la coordination avec l'avocat, qui a aussi financé l'avocat en seconde instance et qui a rédigé une déclaration de soutien, de solidarité. Celle-ci a obtenu 46 signatures. Donc là, on voit bien l'ampleur du soutien qui a été accordé à ce cas. Et European Democratic Lawyers aussi est intervenu. C'est une association d'avocats qui s'est beaucoup impliquée, qui a aussi témoigné lors du procès. Et donc, toutes ces manifestations de soutien ont beaucoup joué sur la décision finale du procès, comme on va le voir dans un second temps. Je voudrais d'abord, avant de passer à l'analyse, juste insister sur l'issue du procès. La première instance, elle s'est tenue en février 2020. Donc, c'était 7 mois après l'arrestation de Hamza et Mohamed. Et il faut savoir que pendant ce laps de temps, les 2 Marocains ont été retenus en prison. Donc, pendant 7 mois, ils sont restés en détention sans avoir été encore condamnés. Et la première instance s'est soldée par une sentence de 4 ans et 1 mois d'emprisonnement, ce qui est en réalité relativement faible comparé à la moyenne en général accordée pour ce genre de peine, qui s'élève autour de 44 ans de prison, il me semble. Donc, c'est quand même c'est relativement faible, 4 ans et 1 mois. Mais ils ont quand même fait appel et 7 mois plus tard, donc lors de l'audience d'appel cette fois-ci, les charges de crime organisé à but lucratif ont été abandonnées. Et ça, c'est important de le souligner, puisque la peine a donc été réduite à 3 ans de prison, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu être libérés en détention provisoire, puisque en fait, ils avaient déjà purgé plus des 2/5 de leur peine, et selon la loi grecque, ça leur permettait d'être libérés en probation. Donc aujourd'hui, la procédure n'est toujours pas finie, puisqu'ils ont fait appel en Cour suprême pour un défaut de procédure, et on attend toujours le dernier verdict. Donc ça fait maintenant plus de 2 ans que la procédure a été entamée, et ils n'ont toujours pas de verdict final. Ce qu'il faut retenir de ce cas, plusieurs choses. Premièrement, c'est un cas particulier qu'on ne peut pas généraliser, puisque, comme je l'ai déjà souligné, Hamza était un militant connu et surtout disposait d'un réseau de contacts, ce qui n'est pas toujours le cas, comme l'a très bien souligné Claudia juste avant moi. Effectivement, d'habitude, ces personnes n'ont pas ces ressources, qui a permis de mobiliser autant de chercheurs, de militants, de citoyens aussi autour du cas et lors du procès également. Et d'après l'avocat de Hamza et Mohamed, c'est ce travail de pression publique qui a joué un rôle décisif dans la décision de justice et dans la faible peine qui leur a été accordée. Et je voudrais aussi insister sur le rôle de l'avocat de Hamza et Mohamed, qui est un autre facteur qui a joué en leur faveur, puisque celui-ci a été très impliqué, très collaboratif et surtout proactif dans la collaboration avec les associations. Et ça a permis vraiment de faire une différence. C'est
encore une fois pas le cas malheureusement pour les avocats commis d'office qui sont la plupart du temps attribués aux personnes exilées qui sont criminalisées. Et donc, on doit garder en tête que si ce cas c'est plutôt bien fini, entre guillemets, c'est d'une part représentatif d'une politique migratoire de répression, et d'autre part que la plupart du temps, les cas de criminalisation des migrants eux-mêmes sont invisibilisés. Les procès sont expédiés, ils durent en moyenne 28 minutes et les peines largement disproportionnées, 44 ans de prison en moyenne, je l'ai dit. C'est quand même assez radical. Et une des raisons principales à ce déséquilibre, c'est que, en fait, lorsque les migrants arrivent sur les côtes, donc grecques ou italiennes, puisqu'on parle de ces pays-là, ils vont être directement emprisonnés, placés en détention, et ils vont rester en détention jusqu'à la tenue du procès. Et le laps de temps entre le moment de l'arrestation et le procès peut durer très longtemps. Donc, on l'a vu avec Hamza et Mohamed, c'était 1 an et 4 mois, 2 mois. Mais aujourd'hui, on travaille à Borderline sur un autre cas en Grèce où on sait d'ores et déjà que le procès n'est pas fixé avant juin 2022. Donc, les détenus vont être placés en détention et purger une peine de prison avant même d'avoir été condamnés, ce qui est quand même problématique et qui entraîne plusieurs conséquences. Premièrement, donc comme ce sont des personnes qui sont assez isolées lorsqu'ils arrivent, sans soutien, sans information, qui vont être directement passées de la côte à la prison, ils n'ont pas le temps de nouer les contacts nécessaires pour faire appel à un avocat, par exemple, à des associations de soutien. Et donc, ce placement en détention, c'est aussi une stratégie qui leur empêche d'avoir recours à ces ressources et à l'information nécessaire pour créer un soutien qui est pourtant décisif, comme on l'a vu avec Hamza et Mohamed. Et de la même manière, les associations n'ont pas accès à ces personnes puisqu'elles sont directement enfermées dans des prisons. Donc, sans connaître leur identité, il est très difficile d'y avoir accès. Et donc, c'est un cercle vicieux qui fait que ces personnes sont invisibilisées. Pour conclure, j'aimerais faire un parallèle avec la criminalisation de la solidarité dont a très bien parlé Claudia, et notamment celle des grandes figures très médiatisées, donc comme elle l'a cité, Carola Rackete, mais aussi Joven Tatten ou Cédric Héroux, qu'on connaît, je pense tous, qui ont été largement médiatisés et qui bénéficient d'un soutien important pour la plupart, avec une défense aussi plus équitable, je dirais, ou en tout cas pas un procès de 28 minutes. Et pourtant, ces acteurs de la solidarité ne représentent qu'une infime partie des cas de criminalisation pour facilitation de l'entrée illégale sur le territoire, pour aide à l'immigration clandestine. Pour donner un ordre de grandeur, en Grèce, l'année dernière, en 2019, il y avait 1905 personnes migrantes qui ont purgé des peines de prison pour ce crime de facilitation d'entrée illégale sur le territoire. Donc ce chiffre est issu du ministère de la Justice grecque et il dévoile bien la disproportion entre les cas de criminalisation de solidarité et celle des migrants eux-mêmes. Et pour conclure, parce que je crois qu'on a pris beaucoup de retard, je voudrais juste insister sur le fait que la criminalisation de ces acteurs de la solidarité, de ce héros blanc, comme on pourrait l'appeler, fait parfois oublier l'essentiel, à savoir 2 choses. Premièrement, que la criminalisation est le résultat d'une politique migratoire de rejet, de fermeture des frontières, qu'il faut toujours placer au cœur de la bataille contre la criminalisation et qu'on a tendance peut-être parfois à oublier. Et deuxièmement, que les victimes, ou en tout cas ceux qui souffrent le plus de cette criminalisation de la solidarité des acteurs humanitaires, et ben finalement, c'est toujours les exilés, puisque criminaliser les acteurs humanitaires, c'est empêcher les ONG d'agir sur le terrain, et donc ça veut dire plus de danger, plus de souffrance et plus de morts finalement. Voilà, j'ai fini de vous présenter ce cas. J'espère qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Je pense qu'on va passer à la phase de questions. Et je voulais remercier Migre Europe et Brigitte d'avoir sollicité Borderline pour ce webinaire. Merci à toi, Chloé, beaucoup pour cette intervention très, très intéressante. Merci à tous nos intervenantes et intervenants d'avoir joué le jeu, d'avoir pu nous éclairer sur les conséquences de la politique migratoire européenne sécuritaire et régressive, puisqu'en réalité, bien évidemment, cette militarisation des frontières, mais également cette criminalisation tout azimut à laquelle nous assistons, c'est bien le fruit de cette politique brutale et hostile depuis près de 30 ans, comme l'a souligné Chris. Alors effectivement, on va ouvrir un tour de parole
pour la dernière heure dont nous disposons pour ce webinaire. Un débat, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat du Zoom, mais également sur Facebook Live, puisque nous sommes en direct. Avant de pouvoir répondre aux multiples questions que vous allez sans doute nous poser, je voudrais ouvrir ce débat avec deux petites interventions qui sont en lien avec ce que les intervenantes et intervenants nous ont expliqué jusqu'à maintenant. Une intervention sur la militarisation des frontières et puis une intervention finalement sur le lien entre les crimes systémiques qui sont commis aux frontières et puis l'impunité organisée, institutionnalisée de l'Union européenne et la dynamique des tribunaux permanents des peuples. Je vais d'abord donner la parole à Maren Mantovani de Stop the Wall, qui voudrait rebondir sur l'intervention de Chris Jones pour nous dire deux mots de l'utilisation croissante des drones militaires contre les personnes migrantes dans la politique de sécurisation des frontières européennes. Et si je ne me trompe, Maren s'exprimera en anglais. Maren, 5 minutes. Merci beaucoup. Thanks a lot to Migre Europe and Brigitte and everybody for this webinar. Really interesting. Yes, and I hope I can contribute a bit on how this budget that Chris has presented is actually being spent and how technology is not only not neutral in how it works, but as well in where it comes from. And I'm here now talking on behalf of World Without Walls Europe, which is a European network that brings together migrants' rights groups, anti-militarization groups, and Palestine solidarity groups. The initiative started actually already in 2019 on May 15th, which is the Nakba Day, which is the day where Palestinians commemorate the mass expulsion of their people from their homes. And while Palestinians have been forced at gunpoint out of their homes, migrants and refugees are being kept out increasingly through militarized border policies of the European Union or simply directly led to drown in the sea. And the point is that in both cases, often the same weapons are being used, and it's Israeli technology. So that which brought us together. And in particularly, we're focusing on the use of Israeli military drones by the EU border agencies. Last year, we had a campaign on targeting the European Maritime Safety Agency, EMSA, who had leased 2 military-grade drones provided by Israel's biggest military company, Elbit Systems. And it were the first military-grade drones used by the EU border agencies. They've been used then by Frontex as well in Greece. At the moment, EMSA has not renewed that contract, but is tendering for another military-grade drones contract. And Frontex instead has already made 2 contracts for military-grade drones, one with the same military company, Elbit Systems, and the other one with a joint venture between Airbus and Israeli aerospace industries. So the question here, what is actually the problem of these drones? And the problem is really threefold. It's the militarization angle, the migrant policies angle, and the question of how it finances Israeli apartheid. On the militarization angle, as Chris has already explained, I mean, this seeing migration policies as a security problem that is solved by more military and security technology is just bringing more money to those military companies, and the expansion of the budgets is really a show of that one. The drones in itself are a key and probably one of the worst ways to spend the money, because what they're doing really is keeping the Mediterranean surveilled and militarized, but without using vessels. And Gabriele Giacomino from Italy's Center of International Studies said it quite clearly when he said the move into drones
is a way to continue to spend money without having the responsibility to save lives. Without aerial surveillance, without ship in the water, is a naval mission without a naval force, and it simply amounts to ensuring that you avoid the embarrassing political rows in Europe over the rescued migrants, because you simply don't put boats in the sea to actually rescue them in the first place. Where exactly are these drones used, these first military-grade drones in Europe's border policies? Well, mostly in Greece at the moment, and there within the framework of really systematic human rights violation and systemic crimes of the EU. We have on the one hand the EMSA drones that had been used in Greece, the Frontex operation that has increased over the last years, and Greece has really built up over the last year a system where you have the violation of the fundamental right to asylum that simply has been suspended, pressing criminal charges against asylum seekers just because they entered, the detention of migrants across the islands in ports, buses, ships, beaches, without any kind of service or even access to asylum procedures, and then the attacks on migrants in the sea, even by shooting at rubber boats. So it's clear that what Frontex here is doing, and its drones and military equipment is doing, is not a mistake. It is really inherent in the functioning of Frontex and its management. And the only answer really is defunding, demilitarizing, and dismantling Frontex. But then here comes the Palestine question as well, and how, interestingly, as soon as 2015 came, Israeli military industry has said that is our potential for profit, and they were quite outspoken about it. And the result is that at the moment, it seems that Israel almost has an exclusive for military-grade drones with the EU border agencies, but not only those, I mean, as well countries, I mean, Greece itself, Switzerland and UK, all are buying into those Israeli military and surveillance drones. And what that means is that the EU is buying the equipment that is built and tested by Israel on the Palestinian people and sold as combat tested and bought because they are tested in the attacks on Gaza and the rest of the Palestinian people. So what is happening really here, that we are having a situation where the EU is putting its money, and this increasing money, in technology that fuels Israel's capacity to sustain its war crimes and apartheid policies. It makes the EU complicit in Israel's violations. And what we really need is not more Israeli military drones in the Mediterranean, but the EU to put a military embargo on Israel now and end these ties. And we really have a responsibility to ensure that European money is not spent on contracts with companies that are accused of war crimes, but actually on healthcare and not warfare, and really redistributed to the people and not to the military and industry. And within that context that we are working, and we're going to have as well within the framework of the European Social Forum on March 18th at 1 p.m. Portugal time, midday Europe, Central Europe time, our World Without Walls assembly, to talk more about these issues. And I think it is important always to look at the question of European migration policy as well, how it affects people across the globe, and how we can strengthen together our solidarity for justice, freedom and equality. Thank you. Merci Maren de nous avoir alertés sur effectivement ce développement préoccupant. Effectivement, ça fait bien longtemps déjà qu'on s'intéresse à la collaboration de l'Union européenne avec des pays dits tiers, c'est-à-dire non membres de l'Union européenne, Israël en est un, mais pas que. Je vais maintenant passer la parole à Flore dans le même
dans le même format, Flore Mourart-Jovanovic du Transnational Institute, TNI, qui voudrait donc faire le lien entre les violations des droits et les tribunaux permanents des peuples. Je te donne la parole, Flore, en anglais, je crois. En anglais, pour 5 minutes. Merci beaucoup. Okay, thanks to you, to the organization and the organizers. Thanks to everybody. I think it's an amazing session. I'm intervening on behalf of the Comitato for Desaparecidos, which is a citizen-based committee in Italy. And I'm speaking now from Palermo. I think that as all speakers highlighted, and I'm thankful for the presentation, we're all witnessing the acceleration of these structural crimes against migrants and refugee people, both on the externalized but also internal border of the EU, as the Balkan route has been proving recently. And I think we all share the common analysis of that this little combination is due to deliberate policies, to deliberate EU policies not to save lives, to deter them, to kill people, migrants, but also even torture them, like we are aware of the Libyan case, where we're delegating to the Libyan militias torturing migrants and refugee people. So we all have gathered these years enough evidence from the survivors, from the ground, and from the EU documents that Statewatch is releasing. And we thank Statewatch again for its crucial fulfilling its mandate. But I think we can speak of borders as a mass plan, comprehensive systems of mass detention, mass pushbacks, and even as the Mediterranean space as a planned space of elimination, of physical elimination of migrants people. And we are aware that this externalization exercise is to not be accountable as Europe. There is a total number that we never really quote, and I wish to recount, to remember here again. We're talking of 50,000 civilians, people pushed back to Libya from the signature of the Memorandum of Understanding. And we all know that also the camps, Moria, but not only, Libya, etc., are deliberate policies to create a category of people who will not have possibility to claim their rights. I wish to recall that in 2017 already, the Palermo judgment of the Permanent People's Tribunal had already highlighted these crimes against humanity as the results of the deliberate policies from the EU in signing third countries agreements. But this process had been unique in gathering hundreds of associations, but especially in being able to co-produce new knowledge of these crimes, to overcome the previous analysis, which was, yes, there are violations of migrants. No, we really came out with the idea, I think, which is really grounding, that there is an integrated analysis of the system crimes as a bureaucratic, structural, political crime. And I think the Palermo, the whole process of the Permanent Tribunal had been really unique in demonstrating the impunity of the EU while committing these crimes. While I was hearing the other speakers, I was amazed that also we came together to the conclusion here, and I think it's an issue that we need to bring further together, that there is ongoing impunity. Although the crime has been named, it's ongoing, and it's further structuring itself within the EU agenda, within the EU institution, within the EU decision chain of command, and within the EU narrative. So this is why we're very happy that the Berlin sentence in November, always of the Permanent People's Tribunal, has been using the term ongoing genocide as a terminology to really name together this crime.
to put before the eyes of all that it's political, structural, bureaucratic crimes, as Chris and other speakers remind us, it is funded by taxpayers' money. There is an hidden chain of commands and a growing militarization. But I think that because of this very nature of the crime that is structural to our institution, it does challenge us, and I think we need to make an effort, and we have the opportunity during this forum of the Migration, Forum Européen, to expose the crime, but also to assert the need for urgent protection on the ground of people, and to reinforce the solidarity on the ground to protect these victims of these crimes. And during this forum, and it's a question that I have for the Assembly or for this ongoing webinar. What are the best strategies? How will we identify together the best strategies to point out, but also to dismantle this structural crime? Because as I said, because of its very nature of being bureaucratic, structural, and funded by our own money, and decided by the European institution and the European state members, the issue that we have to tackle together is to identify the best strategies to overcome this ongoing impunity, and to find ways to best fight together this impunity. This is a campaign that we're trying to put together. We are currently putting it together in the context of the working group of the PPT mobilization. And you're all welcome, especially in the Assembly, but also the speakers, to join in this effort. Thanks again for the invitation. Merci beaucoup, Flore, de nous avoir rappelé effectivement cette impunité structurelle, hein, clairement de l'Union européenne dans cette politique meurtrière à ses frontières, mais pas que. Alors, je vais maintenant, j'ai un problème avec mon ordinateur. Je vais maintenant laisser place aux questions des uns et des autres. Nous en avons déjà une, en plus de celle qu'a posée Flore à tous les intervenants. Nous en avons une, qu'a fait ou que fera l'Union européenne en termes de législation du point de vue politique pour éviter l'invisibilisation des personnes migrantes. L'Union européenne collectera un jour des données sur l'ethnicité et la race. C'est un point important aussi pour l'invisibilisation. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, et n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions, mais également sur le Facebook Live. Pour répondre à la façon de lutter contre l'invisibilisation des personnes migrantes, qui de nos quatre intervenants? Juliana. I can just start with a short brainstorming, but also trying to highlight why it's important to have an intersectional approach, because intersectional approach doesn't necessarily mean to focus only the identities. It also means bringing policy consistency to a certain issue. So side to side to the EU Pact on Migration and the EU Action Plan for Integration and Inclusion, there is the EU Action Plan on racism, to combat racism. And in the EU Action Plans against racism, there is commitment to improve equality data collection, so to disaggregate data by race, ethnicity, and migrant background. So in the plan, what comes is a proposal that should be done until the end of 2025. There is a working group with the FRA in a pilot project with member states trying to work on instructions for disaggregated data collection. There is also the guidelines from the European Commission from 2018 on how institutions are encouraged already to disaggregate data collection. So to really come to the different intersections, but not only to disaggregate data, but also to bring an analysis of multiple and intersectional discrimination. And it's on the invisibility. There are two aspects. There is a new expert group
on migration, integration, and asylum composed only by migrant experts. And there is a new legislation coming from the European Union on police brutality, including on the borders. So this draft proposal will be submitted by the European Commission before the end of the year. So these are policy commitments that are done under the EU Action Plan Against Racism, but they will bring a positive impact aligned with the EU Action Plan on the EU Pact on Migration. Merci Juliana, pardon, j'avais mon micro coupé. Nous avons d'autres questions dans le chat, me semble-t-il. Anna? Oui, Brigitte, on a plusieurs questions qui rejoignent un petit peu cette question de comment la société civile peut intervenir, comment peut-elle lutter. Donc, il y a une question pour Chris qui souhaiterait, à qui on demande comment la société civile peut avoir accès et intervenir dans cette question des dépenses liées à la militarisation des frontières. Donc, il y a cette première question. Il y en a une autre aussi, toujours pour Chris, comment le Brexit impacte justement ces politiques aux frontières. Comment ça impacte les politiques de militarisation et de sécurisation au Royaume-Uni. Et puis, il y aura ensuite une petite question aussi pour Claudia, qui est davantage sur la criminalisation de la solidarité, et peut-être qu'elle puisse nous dire comment peut-on lutter, comment peut-on s'organiser contre cette criminalisation de la solidarité, ou y a-t-il des mobilisations déjà un petit peu en cours contre ça. Voilà. C'est tout pour le moment. Donc, je laisse peut-être à Chris le soin de répondre sur ces deux questions, et puis Claudia ensuite. Yeah, thanks. Brid, good question about Brexit. How is it affecting the UK in general? Well, let's just say things aren't going well. But you can come and visit when the pandemic's over and see for yourself. In terms of the borders, I mean, in some respects, the UK never needed many excuses to do terrible things at its borders, even when it was a member of the European Union, because it wasn't in Schengen. You know, it wasn't part of most of the migration policies in the EU. But I mean, what's happened, I guess, over the last year or so is the government's really tried to exploit the issue of people crossing the channel in small boats, you know, just to further demonize people. They've launched a big crackdown. There's Navy boats in the channel. There's new agreements or more agreements with the French police to try and track down the people smugglers and prosecute them. So it's kind of an intensification of the stuff that's been coming for years beforehand. There's also a terrible scandal going on with asylum seekers being held in former military barracks, where there's been outbreaks of COVID-19. I mean, it's all, yeah, the people in charge at the minute are really sort of exploiting the situation to the best of their ability to make things more miserable for refugees and migrants in the country. I mean, there's a lot we could say about that, but I don't want to take up too much time. In response to the other question about what can civil society organizations do to intervene in relation to these budgets, I mean, that's a good question. One of the problems is that the only real place to intervene at the minute is in the law itself, in the legislation, and the legislation has now all been agreed. So the time for that space for intervention is now closed. And there's no other formal mechanisms for the public or for civil society to have an input into these things. So that's why I think, we need more scrutiny at national level. A lot of this money goes to national governments, and national governments spend it. It's not just for European Union institutions who spend it, it's also national governments. And there needs to be more examination and inquiry and scrutiny of what they're doing. They all signed plans with the European Commission setting out, this is what we want to do over the next 7 years. And it's all very secretive and it happens behind closed doors. So there has to be work to open that up
as the first step to like the public exposure, so we know exactly what's going on, and maybe from that we can develop some ideas about how next time around these budgets could be managed differently, or where else the money could be spent. So maybe that's a sort of starting point for that. Merci Chris. Je vous propose de donner la parole à Claudia, puis nous avons une autre question pour l'ensemble des panélistes. Et puis, il faudra qu'on se dirige vers aussi un moment dans cette demi-heure, vers les propositions qu'il nous faut faire remonter, puisque nous sommes dans le cadre d'un pré-forum social européen des migrations. Vous savez que le forum commence très bientôt, et il nous faudra apporter des propositions en vue des différentes assemblées qui se préparent, et des propositions dans le cadre de notre axe droits humains et migration. Ça, c'est la prochaine étape. Du coup, je propose, Claudia, que tu répondes à la question qui a été posée éventuellement, et puis pour tous les autres panélistes, qu'on réfléchisse à la question qui nous est posée dans le chat, sur les moyens de contester, de défier cette politique européenne en matière de migration et d'asile. Merci. Je vois dans les chats qu'il y a Martine, je ne sais pas quel est son nom de famille, qui écrit qu'en Argentine, on a rétabli en totalité la loi des migrations qui établit ou qui prévoit la migration comme un droit humain, et l'État doit avoir la responsabilité de contribuer à la régularisation des personnes migrantes, et ça serait la perspective dans le monde entier, dit Martine. Oui, je pense que ça, c'est la première réponse à cette question. Effectivement, décriminaliser la migration en tant que telle, prévoir effectivement la liberté de circulation, cesser de combattre effectivement les mouvements migratoires, de les criminaliser, de les poursuivre, de continuer l'externalisation avec des États tiers ou des États dits tiers à l'Union européenne qui empêchent effectivement ces mouvements migratoires. Ça, c'est la première chose. À partir du moment où la migration n'est pas en soi criminalisée, l'aide à la migration, l'aide à l'entrée au transit ou au séjour irrégulier, déjà, ça perdrait la notion de séjour irrégulier, entrée irrégulière, transit irrégulier. Mais bon, je crois qu'il y a encore du chemin à faire pour aller dans ce sens-là. D'ailleurs, ce qu'il dit Martine, c'est quelque chose aussi qui s'est passé en Équateur, sauf que effectivement en Équateur, la réalité était quand même toute une autre. Mais bon, revenons ici. Et ça sera la première chose. La deuxième, justement, je pense que le travail doit être continué pour dénoncer davantage cette criminalisation, soit à l'égard de la société civile, effectivement, soit surtout à l'égard des personnes migrantes lorsqu'elles sont solidaires. Enfin, cette visibilisation de la personne migrante. Le combat que dont Chloé nous faisait part de la part de Borderline, de la part des avocats, de la part d'un secte ou d'une partie de la société civile en Grèce, me semble-t-il, qui est extrêmement important et qu'il faut continuer. Il y a déjà un travail qui s'amorce. Déjà, dans plusieurs pays de l'Union européenne, il y a des collectifs qui se sont créés, ceux depuis très longtemps, pour justement dénoncer la criminalisation de la solidarité. Il y a de la mobilisation, il y a de la mobilisation autour d'une personne lorsqu'elle va être poursuivie, il y a aussi de la mobilisation juridique pour faire en sorte que la personne puisse bénéficier d'une assistance juridique, etc. Ça dans les pays membres, mais ça concerne surtout la criminalisation des personnes qui font partie de la société civile, donc les citoyens et citoyennes de ce pays-là. En France, par exemple, il y a le collectif Délinquants solidaires qui existe depuis déjà fort longtemps, parce que en France, la législation prévoit déjà depuis 1930
le délit de solidarité, donc bien en avant. Ensuite, il y a, et là, on se met un peu, enfin, on met un peu en avant les travaux de Migre-Europe. Effectivement, comme l'a dit Brigitte tout au début, au Migre-Europe, on a créé un groupe de travail sur la criminalisation de solidarité et en venant travailler un petit peu plus sur justement la criminalisation de la solidarité du fait des personnes migrantes, et non seulement dans les pays membres de l'UE, mais également ailleurs, parce que cette criminalisation existe aussi ailleurs. J'en ai parlé juste une seconde sur ce qui s'est passé au Niger, mais ça existe aussi au Maroc, ça existe en Mauritanie, ça existe vraiment dans beaucoup de pays, en Amérique latine aussi, bien évidemment, ça existe. Et il faut dire que ce n'est pas simplement la criminalisation, c'est-à-dire poursuivre la personne pénalement, mais il y a tous ces actes qui viennent dissuader la personne de venir en aide ou au soutien des personnes migrantes. C'est les questions relatives aux associations lorsqu'elles sont plus contrôlées, c'est les amendes, c'est les pressions, c'est les menaces qu'on peut à un moment donné porter sur les personnes solidaires, migrantes ou pas migrantes, etc. Migre-Europe donc va travailler sur ça. Nous avons besoin effectivement d'informations de cette criminalisation dans d'autres pays de l'Union européenne et surtout ailleurs, en Afrique ou ailleurs. Et nous continuons ce travail. C'est un travail qui commence à peine, qui est long, qui est difficile à construire, parce que, encore une fois, il y a tellement eu invisibilisation de cette criminalisation qu'il n'est pas aisé, il n'est pas évident de trouver les informations. Mais nous espérons avancer et nous espérons surtout que par différents outils, nous pourrons au moins partiellement, démontrer que ces phénomènes est vraiment a pris une grande ampleur et que c'est extrêmement inquiétant parce que non seulement on criminalise les personnes migrantes, mais aussi par de ce fait, on viole aussi les droits à la défense, viole en même temps les autres droits fondamentaux des personnes migrantes, par exemple pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas déposer la demande d'asile parce que des demandeurs d'asile, ils sont passés à des prisonniers et accusés justement à tort des passeurs et des trafics des migrants. Merci, Claudia. Alors, moi, j'ai noté de mon côté une question de Brit pour l'ensemble des panélistes sur les stratégies que nous considérerions efficaces au niveau juridique pour contester la politique migratoire de l'Union européenne actuelle. Il y a des stratégies juridiques efficaces. Alors nous, à Migre-Europe, on pense beaucoup à l'usage politique du droit. Mais je sais que Statewatch est assez à la pointe là-dessus. D'autres associations membres de Migre-Europe également, je pense notamment à l'ASJ, qui est une association italienne experte juridique et qui fait beaucoup de contentieux vis-à-vis de cette politique de l'Union européenne. Donc, vous savez, l'Italie est à la pointe également. Est-ce que nous avons des volontés de répondre là-dessus? J'ai déjà noté, Claudia, que tu as fait des propositions à faire remonter, donc décriminaliser les migrations, prévoir la liberté de circulation pour toutes et tous, cesser de combattre les mouvements migratoires, cesser de collaborer avec les pays dits tiers dans cette politique d'externalisation, dénoncer la criminalisation des migrants solidaires et rejoindre les mobilisations, en tout cas y contribuer, celles qui existent déjà. I'll say something if you like, Brigitte. Yes. Yeah, I mean, on the question of, I'm not a lawyer and Statewatch doesn't take legal cases against anyone, but I can say that I think it's quite an interesting time for different legal actions that have been taken against
in particular against Frontex. I guess a lot of people who are watching this will know that there's, the Frontlex organization has taken the first steps in what could be a legal action against Frontex for failing to follow its human rights obligations, because it does have human rights obligations in the law. It just doesn't seem to have paid much attention to them. Obviously, there's also other inquiries going on. The European Parliament has its working group and inquiry, obviously has more of a political avenue. And then we see that people have brought complaints to the European Court of Auditors, which is responsible for managing the administration of the EU budget. And that's to do with EU funds in Libya, I believe. So I think there's a question of, people who are working on the legal side of being creative, because a lot of these structures are invented precisely to avoid legal accountability. I think a very good example of that is the EU's military missions. So we have Operation Irini in the Mediterranean, which is cooperating with Frontex, with the Libyan Coast Guards, and is complicit in the return of people to Libya. But there's no way to legally hold that mission accountable in the EU treaties, or there's no, I mean, you can find an article State Watch published about it a few months ago. There's no route to take legal action against that mission for its cooperation with Libya. There is a similar case before the European Court of Human Rights about the Italian Coast Guard sending information to the Libyan Coast Guards, which facilitates pullbacks to Libya, but that it wouldn't even necessarily apply by analogy to that military mission. So we have to be able to think very creatively about these things. And yeah, that's why it's good to see these recent initiatives that are trying to take less obvious routes towards holding these organizations accountable. I think we also have to think about some of the laws. Claudia mentioned I think it's for facilitation directive from 2002. But there's also the laws on carrier sanctions. I mean, this is what stops people just being able to get on a plane with a ticket and travel to Europe to claim asylum. It's not legal for them to do so. So then we have to think about who might our friends be if we wanted to challenge that. Maybe there's people in the airline industry who shouldn't be our friends for lots of other reasons, given the pollution it causes. But, generally the airline industry doesn't like anything which makes the passenger experience slower or less efficient. The fact that they are now essentially serving as border guards is, not beneficial to them in any way, but they get fined if they don't do it. So maybe there's other avenues, and there's a lot of measures in place that need to be repealed to achieve what we want. So we need to think about each of them in turn in different and creative ways, I guess. Merci Chris. Alors nous, ça fait des années qu'on y pense. Est-ce que Claudia, en 2 minutes, en tant qu'experte juridique présente ici même, tu veux apporter une réponse complémentaire à celle de Chris? Et je vous propose après qu'on passe pour ce dernier quart d'heure, qu'on puisse effectivement donner la parole à Juliana, mais qu'on puisse aussi faire des propositions donc, pour les assemblées de convergence. Claudia, est-ce que tu souhaites compléter cette réponse de Chris? Je ne sais pas, je ne pense pas avoir plus de choses intéressantes que ce qu'a dit Chris. À cela, je pense qu'aujourd'hui, des stratégies contentieuses, par exemple, on essaye par là effectivement de faire valoir encore un droit qui vient plutôt, des textes internationaux, des textes européens, mais qui, dans la volonté politique de la part des institutions de l'Union européenne, la volonté est celle de ne pas appliquer. Donc, ça devient vraiment de plus en plus difficile. Donc, mais ça, c'est un phénomène aussi qu'on voit depuis fort longtemps au niveau des pays, à l'intérieur des pays, dans la législation interne. Donc, c'est difficile. Il reste encore, outre ce combat juridique, il faut continuer malgré tout. Parfois, on obtient effectivement des victoires, parfois pas, mais c'est tout ce travail politique, comme celui qu'on fait aujourd'hui, comme celui qui va commencer la semaine prochaine aussi, lors du forum social, des discussions, des débats, des réflexions, des textes qui revendiquent à nouveau
nouveau une autre politique. Je pense que ça passe surtout par là, malheureusement, enfin, ou fort heureusement, je n'en sais rien, parce que aussi il y a les limites de cette revendication politique, mais il faut continuer effectivement à faire entendre notre voix, tellement aujourd'hui on voit que la situation est vraiment, vraiment, vraiment un grand recul par rapport à il y a au moins 15 années. Donc, voilà. Merci Claudia. Juliana, tu as demandé la parole. Yeah, very short complementary argument that sometimes it's not only about legal strategy, it's about more about the risk assessment when to reopen the discussions. For example, the Facilitation Directive and the Family Reeducation Directive. We decided not to reopen the discussions 2 years ago because we knew that if you would reopen, probably would be a greater backlash. So it means that the result would be even worse than the current situation. That's one point, and including also a policy-making perspective within the European Union, there is also the rule of law mechanism. There was a consultation that finished today for civil society actors, but there is a whole roadmap with discussions at national and European level that will be concluded by end of November, if I'm not wrong. So there is a lot of advocacy and policy strategy that can be done at member states level to ensure that this rule of law report can really provide some guidelines to instruct the Commission to launch impeachment proceedings against member states. Ok, merci beaucoup Juliana. Nous avons encore 84 personnes présentes avec nous et nous les en remercions beaucoup pour ces 10 minutes qu'il nous reste. Est-ce que on pourrait faire un petit tour de table virtuelle et voir un petit peu ce que les intervenantes et les intervenants ont à proposer pour faire remonter comme proposition. Je vous invite également dans le public à écrire dans le chat vos propositions que vous souhaiteriez voir remonter auprès de l'Assemblée de Convergence qui aura lieu à partir du 24, si je ne m'abuse, mars. Je vais commencer par Chloé, parce que c'était notre dernière intervenante. Oui, donc moi, je vais me prononcer seulement sur les propositions qu'on pourrait adopter pour la criminalisation des migrants, donc, puisque c'était le sujet que j'ai abordé. Effectivement, c'est un problème qui est difficilement résolu, qu'on peut difficilement résoudre, puisque la solution réside dans la loi et la loi des pays tiers, la loi des pays, enfin de la Grèce en l'occurrence, puisque je parlais du cas grec, mais c'est la même chose en Italie ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Un des principaux problèmes soulevés, c'est que les personnes migrantes qui sont arrêtées sont jetées en prison et restent en détention, ce qui rend le procès inéquitable, ce qui les empêche d'accéder à des ressources et ce qui empêche les organisations d'y avoir accès. Et donc ça, c'est un problème juridique des pays de l'Union européenne sur lesquels on peut difficilement agir. J'ai pas de proposition en tête pour l'instant. Okay. Si quelqu'un a des idées ou des suggestions aussi, je sais que l'équipe de Borderline est connectée, donc s'ils veulent intervenir dans le chat, ils sont les bienvenus. Merci Chloé, merci à l'équipe de Borderline Europe d'être avec nous. Effectivement, n'hésitez pas à mettre vos propositions dans le chat. Je voudrais passer la parole à Chris pour savoir s'il a des propositions concrètes à nous faire concernant cet axe droits humains et migration. Yeah, I mean, I think to go back to the question of money and budgets and, there's some very simple things you can say about this that no one can really disagree with unless you want to seem completely politically unreasonable. I think a very simple thing to say is that all the money spent in these areas, there should be total transparency over it. So it's incredibly hard to find out beyond how much money is
there is for these budgets, and it's easy, where it goes, how it's distributed, what it's spent on, when it's being spent, what the aims are, who gets the contracts, and that makes it impossible for any like meaningful critique or oversight, and that has to be the starting point for everyone. That's not an end in itself, but that's something we need to start with. So transparency over public money. It's our money which is being spent. So yeah, we need to know what happens to it. And I don't think anyone can disagree with that. En effet. Je crois que le fait de se rappeler que c'est en notre nom et avec notre argent que cette politique est développée, ça pourrait favoriser les mobilisations. Juliana, veux-tu prendre la parole sur d'éventuelles propositions à faire remonter à l'Assemblée de convergence du Forum social européen des migrations? I think I will be a little bit provocative. I think probably the first recommendation is to bring more the migrant voices to the space, that they can occupy the space, and from their perspective and from their standpoint, we can have the discussion so that we can involve more migrant-led and community-led organizations in the construction of the development. That's the first one. The second one would be also to ensure that there is a synchronized strategy at the EU and national level, because many of the discussions are happening at the Council of Europe, the Council of Ministers, but we see very little advocacy at national level, the things that are happening at the EU level, especially when touched the rule of law, infringement procedures, and sanctions against member states. This is something to touch upon, and also that sometimes the action begins within ourselves. So a lot of actions to be taken to enhance our knowledge on how to disaggregate data, how it's important to have an intersectional approach in the field of migration, how we can tackle more efficiently systemic discrimination, and also how we can ensure that we bring more policy consistencies to other policy and legal package that are sectorial, like the one on artificial intelligence, for example. So where there is a whole consultation this year with civil society actors on the artificial intelligence regulation with the Commission. So it's also a window of opportunity for organizations working on migration to bring again this perspective on migration exclusion and criminalization. Merci Juliana. En effet. Claudia, est-ce que tu veux faire des propositions complémentaires à celles que tu as déjà faites? Non, non. OK. Alors, mes collègues, avez-vous des propositions ou des questions pour les 5 dernières minutes? Non, Brigitte, je crois qu'il restait il y a plus de questions. Il restait peut-être juste un tout petit point, mais qui maintenant arrive peut-être un petit peu plus tard. C'était une question pour Maren. Je crois, pouvez-vous énumérer ici quelques déclarations sur la complicité de l'Union européenne avec la politique israélienne d'apartheid à l'égard du peuple palestinien? Mais je crois que c'est la dernière question qui restait et il me semble que soit on décide d'y répondre, soit voilà, là je ne sais pas si en termes de propositions, il y a des choses en plus. Il me semble que Stop the Wall va faire un webinaire dans le cadre du forum. Et peut-être que cette réponse pourrait être davantage développée dans ce cadre-là. En tout cas, pour les 3 minutes qui nous restent, je trouve que c'est peut-être un peu compliqué. Ça sort peut-être un petit peu de notre cœur de webinaire. Alors, je vois que dans le chat, il y a Brit qui propose de lancer une campagne à l'échelle européenne pour demander la cessation de la criminalisation des personnes migrantes et la régularisation de toutes et tous maintenant. Sur Calais, un groupe d'Érythréens a porté plainte contre l'État français. Flore, as-tu une proposition? Flore, je te laisse la parole.
Oui, je vais la faire en français, mais je crois qu'on a vraiment l'urgence de développer un mouvement comme un grand mouvement de non-violence, de conscience, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Le problème maintenant, c'est qu'on est en effet devant un crime qui est tellement structuré. On a toutes les preuves qu'il est au cœur de l'Europe, il est au cœur de nos institutions, il est au cœur de notre culture. Donc, la question, c'est comment on va sortir chacun de notre expertise, de nos silos, et proposer une rencontre de conscience entre les experts et les citoyens. Comment on va vraiment convaincre les citoyens qu'on est face à une culture génocidaire et comment on va proposer une convergence entre aussi toutes les personnes qui travaillent sur la migration, qu'on unisse vraiment les forces dans ce forum et qu'on questionne la politique européenne, pourquoi est-elle devenue meurtrière alors qu'on a toutes les preuves, on a tous les groupes des Nations Unies, des groupes des violations des droits de l'homme qui disent qu'on est devant une élimination de l'autre. Donc voilà, je crois qu'on a différents niveaux d'action, mais il faut qu'on crée un mouvement vraiment de masse. Il faut qu'on sorte de nos expertises. C'est un peu le challenge, comme je le vois pour le forum. Je ne sais pas si j'étais claire, mais je vais écrire les proposals en anglais. Merci beaucoup, Laure. Je pense que tu as été claire. Brigitte, excuse-moi, je crois qu'il y avait encore une proposition que j'ai ratée. Pour reprendre un peu ce qu'on s'est dit à l'instant, d'autres propositions qui disaient qu'il y ait une participation plus active des migrants, migrantes, des réfugiés aux discussions politiques et institutionnelles, parce qu'habituellement, il y a toujours que nous, les experts. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a déjà été dit, mais étant donné que ça a été répété à plusieurs reprises, je pense que c'est évidemment important qu'on le répète. Et le fait également que les stratégies juridiques doivent être combinées à la mobilisation. Ça, c'est aussi un aspect qui est très important. Et à la remise en question de la contradiction selon laquelle l'Union européenne prétendrait être un lieu d'état de droit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi, qui est assez important. Comment les stratégies juridiques peuvent être combinées à de la mobilisation et qu'on puisse, donc je suppose, je traduis, superposer différentes stratégies pour les faire converger dans un même sens. Très bien, merci Anna de nous avoir fait remonter ces dernières propositions et ces dernières questions. Il est désormais 17 h, le temps imparti pour ce webinaire est terminé. Je voulais vous remercier toutes et tous au nom de Migreurope et de Casa d'Argent qui ont co-organisé ce webinaire aujourd'hui. Merci à nos intervenants, Chloé, Claudia, Juliana et Chris, d'avoir été présents, de nous avoir effectivement, il nous a bien sûr manqué, et vous avez tous raison de le souligner, les propres personnes qui souffrent cette criminalisation. Nous aurions aimé compter avec Hamza et Mohamed aujourd'hui. Chloé, nous t'invitons à leur faire parvenir toutes nos salutations. Anna, merci de m'avoir accompagnée pour ce webinaire. Merci à Flore, merci à Marraine d'avoir bien voulu prendre la parole dans ce débat. Merci à Paolo qui est là et qui est toujours agréable à voir. Donc, merci à toi. Je vous invite à vous inscrire pour les différentes activités du Forum social européen des migrations qui commence dès la semaine prochaine. Et vous avez tous les détails dans ce chat. Merci aux organisateurs, merci, un grand merci aux traducteurs et traductrices qui étaient là aujourd'hui en anglais, en français, en espagnol, en portugais et même en italien / coréen. Merci beaucoup à vous pour votre patience, pour votre talent dans un moment qui n'est certainement pas facile sur Zoom. Merci à vous toutes et tous d'avoir eu la patience de nous écouter jusqu'au bout. Merci à Anaëlle en particulier pour sa patience avec nous, pour les 1000 allers-retours pour préparer ce webinaire. Je vous dis à très bientôt pour poursuivre nos discussions, nos réflexions, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, mobilisons-nous et soyons présents au FSEM la semaine prochaine. Merci à tous et toutes.